venez de publier chez Très Daniel, tout est relié. Et la question que je me pose, c'est est-ce que après cet ouvrage qui a fait un tabac qui s'appelait Se souvenir de futur, est-ce que tout est relié? Ce serait pas un peu une suite? Oui, oui, on peut dire ça, ouais, c'est une poursuite de la réflexion, en tout cas avec mon co-auteur Romuald Le Terrier, puisque on a eu des bons retours effectivement sur ce souvenir du futur. On a eu envie de creuser un peu ce sillon. Dans la question Romuald, co- comment les médecines chamaniques pourraient faire progresser les médecines occidentales? Est-ce qu'il y aurait, j'ai trouvé ça très intéressant, ce concept, est-ce qu'il y aurait un réseau chamanique hors du temps et de l'espace? En fait, ce sont des approches qui sont complémentaires hein, de notre point de vue. Romuald connaît bien ça, lui, bien sûr, en tant qu'ethnobotaniste. Moi, je m'y intéresse comme journaliste et comme rédacteur en chef depuis 5 ans maintenant de la revue Native, hein, qui est consacrée au peuple premier, au peuple racine. Donc, j'ai beaucoup appris aussi en m'occupant de ce magazine. Il y a une complémentarité de ces approches, mais effectivement, chez les peuples racines, chez les hommes médecine, hommes et femmes médecine, il y a un recours, un appel à l'invisible, hein, pour dire les choses simplement, et aux esprits, en fait, aux esprits des ancêtres, aux esprits des plantes, aux esprits des lieux. Voilà, il y a tout un monde comme ça qui est peuplé d'esprits dans l'invisible, et avec lequel les chamans ou les hommes et femmes médecine collaborent, en fait, et qu'ils convoquent en quelque sorte. Et bien sûr, la maladie est le fruit d'un dysfonctionnement, d'une disharmonie en fait entre la personne et son environnement immédiat, à commencer par la nature qui est autour de lui, hein, son environnement naturel. Et donc, il s'agit simplement de rétablir cette harmonie-là. Donc, ces médecines-là sont complémentaires. En même temps, quand un chaman a une appendicite, il va à l'hôpital. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ou quand il se casse le bras, eh bien, on va lui plâtrer, on va réduire la fracture. Et ça, nos médecines à nous sont fortes pour tout ce qui concerne des choses comme ça aiguës, mais pour des choses chroniques et certaines pathologies aussi, on peut dire mentales, eh bien, il y a une approche très intéressante dans ces médecines-là. Et dans le dernier numéro de Native, on a un grand article, un grand entretien qui est une discussion entre un père et son fils. Le père, c'est un médecin cardiologue, je crois, et le fils est anthropologue et il est allé se former aux médecines chamaniques au Pérou. Et les deux, voilà, discutent sur la complémentarité de ces approches. Comment on peut distinguer une vraie synchronicité d'une simple coïncidence? Existe-t-il des signes et des méthodes pour les cherchants, signes qui généreraient un sentiment océanique comme lors d'un état modifié de conscience? Le critère en fait d'appréciation d'une véritable synchronicité, ça va être l'impression qu'elle nous laisse, le sens dont elle est porteuse. Et c'est Jung lui-même, hein, en collaboration avec Wolfgang Pauli, qui l'ont pensé comme ça, en fait, ce concept de synchronicité. Hein. Il y a ce lien qui est un lien de sens entre quelque chose qu'on avait en tête dans la psyché et puis quelque chose qui se produit dans la réalité, qui apparaît dans notre réalité matérielle autour de nous, aussi bien quelque chose qu'on entend à la radio, une chanson ou un slogan sur un camion qui passe dans la rue, qui fait complètement écho à un questionnement, une interrogation qu'on avait, et de manière très profonde, et ce, de manière souvent répétée. Et donc, effectivement, si c'est quelque chose de relativement léger, et là c'est difficile à apprécier, eh bien, on peut dire que c'est une coïncidence. Mais si ça résonne profondément en nous et qu'on se dit c'est extraordinaire, c'est improbable, c'est incroyable, eh bien là, on va parler de synchronicité. Et donc, on peut se laisser abuser, bien sûr. Il y a tout un tas de gens qui voient des signes là où il n'y en a pas, c'est clair. Mais c'est une erreur aussi de n'en voir nulle part, on pourrait dire. Hein. Ça serait la même erreur d'en voir partout que de n'en voir nulle part. Donc, c'est dommage. Donc, Et l'eau morphogénique de Marc-Henri, parce que effectivement c'est passionnant, on a l'impression que on peut avoir une action sur l'eau et que quelque part cette action pourrait jouer sur le futur. Est-ce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'eau serait par analogie comme un CD dans lequel on pourrait encrypter des intentions ou autre analogie, est-ce que l'eau serait comme un Wi-Fi cosmique entre l'univers et nous? Eh bien, en fait, dans ce chapitre-là, effectivement, on s'appuie sur les travaux de Marc Henry,
qui depuis nous a quittés malheureusement, qui était professeur de physique-chimie à l'université de Strasbourg, quelqu'un qui a une carrière scientifique tout à fait honorable et puis qui a publié beaucoup d'articles scientifiques dans des revues, hein, donc c'est pas un farfelu, c'est pas un pseudo-scientifique New Age, etc. Et lui, il a proposé effectivement que l'eau a une structure à l'échelle donc nanométrique, à l'échelle de 10 puissance moins 9 mètres. Il y a des micro donc structures, des nanostructures dans l'eau, qu'il appelait des domaines de cohérence, et que cette façon dont les molécules d'eau s'agencent entre elles, en fait, permet de stocker de l'information, et qu'effectivement l'eau, de cette manière-là, était porteuse d'informations, et que selon lui, eh bien, c'était la piste scientifique pour expliquer les effets de l'homéopathie, et puis ce qu'on a appelé la mémoire de l'eau, hein, un sujet très controversé, mais dont on a énormément parlé quand même pendant de longues années. Et puis peut-être au-delà de ça, pour lui, l'eau, comme l'eau est omniprésente dans l'univers, non pas sous forme liquide, hein, mais sous forme moléculaire, autre que forme liquide, l'eau, de toute façon, c'est une molécule extrêmement mystérieuse, hein, qui a de multiples formes possibles au-delà de la glace, et de la forme liquide et de la forme gazeuse. Il y a encore beaucoup de formes. Et en tout cas, comme l'hydrogène est la forme et la molécule et oui, le gaz le plus présent dans l'univers, l'eau aussi est la molécule la plus présente dans l'univers. Et ce qui fait que cette trame en fait de la molécule H2O pourrait être le support d'une mémoire de l'univers. C'était une proposition spéculative que faisait Marc-Henri. Et donc, on présente cette thèse-là, effectivement, dans le livre, parce que, en résonance là aussi avec les travaux les recherches de Romuald Le Terrier, on sait que les chamans ont cette prétention, on peut dire, d'être capable d'informer l'eau, de transmettre une information à l'eau par des chants, donc des vibrations, et puis par des intentions aussi. Donc on peut dire que là, c'est une vibration un peu plus subtile, mais ça reste une vibration aussi. En tout cas, le chant lui-même est une vibration, là, pour le coup, physique, et que cette vibration va justement imprégner en quelque sorte ces fameux domaines de cohérence de la molécule d'eau, et pour le coup, voilà, transmettre une information à Ouais. l'eau. Donc on est sur une physique spéculative, bien sûr, mais qui a une base de crédibilité, qui a une base de cohérence extrêmement sérieuse. Et c'est pour ça qu'on a inclus un chapitre Bien sûr. là-dessus, où on met en rapport ces recherches avec aussi la cosmogonie des aborigènes d'Australie, qui ont tout un récit sur la création du monde dans l'eau, et pourquoi, comment. Dans d'autres spiritualités, on sait que, par exemple, en Orient ou même chez les Rosicruciens, on travaille sur les mantras sonores. Quand on sait que le corps humain est constitué de 95 à 96% d'eau, les sons de voyelles qui sont utilisés par ces courants initiatiques peuvent jouer sur effectivement le corps et la santé. Bien sûr, parce qu'il y a cette idée que de toute façon, tout est vibration de façon générale, hein, et que c'est justement aussi un mode de reliance, hein. Quand on dit tout est un, tout est relié, c'est par ce support-là qu'on peut imaginer cette reliance, cette trame de vibration universelle qui vient justement du souffle originel, du verbe, du home, et toutes les traditions, effectivement, nous parlent de ça avec une terminologie plus ou moins Avec leur différente. terminologie, bien sûr. Selon Bernardo Kastrup et Nico Bostrom, est-ce la matière qui engendre la conscience ou l'inverse? Est-ce que l'on vivrait, ça c'est une hypothèse extraordinaire dans votre ouvrage, est-ce que nous vivrions dans une gigantesque simulation? Est-ce que l'univers serait un immense cerveau? Alors ça, c'est une proposition effectivement philosophique de Bernardo Kastrup, qui est un philosophe néerlandais, mais qui a aussi une formation à la base scientifique, qui a travaillé au CERN de Genève comme informaticien dans des expériences de physique quantique. Donc il a toute cette culture aussi de la physique extrêmement poussée. Et ensuite, il a fait un doctorat de philo, donc il a vraiment ce regard qui mêle les deux aspects, et qui nous dit que de toute façon, les seules choses auxquelles on a accès dans notre expérience du monde, ce sont des perceptions, et ce sont des expériences mentales, hein, des expériences de conscience avant tout, et que la matière, finalement, c'est quelque chose dont on ne peut pas nier la réalité, mais dont on doit reconnaître que c'est une catégorie, entre guillemets, ontologique secondaire par rapport à la réalité de conscience qui est première. Il faut que la conscience soit première pour qu'il y ait de la matière. Il faut qu'il y ait de la conscience pour qu'il y ait de la matière, en quelque sorte, parce que s'il n'y a pas une expérience de conscience, eh bien la matière n'apparaît pas, n'apparaît nulle part.
Donc ça a l'air un peu farfelu ou trivial, mais ça rejoint aussi les traditions, là aussi primordiales, peut-être comme l'hindouisme ou d'autres courants, qui nous disent qu'il y a d'abord une supraconscience qui est l'émanation de l'être primordial, quand on a une vision spirituelle des choses, et qui est donc la vibration originelle dans laquelle la matière apparaît de manière secondaire. Donc ça revient à dire qu'effectivement l'univers non pas, n'a pas un esprit, mais est un esprit en fait, hein. Et on a aussi d'autres travaux donc, qui nous amènent à dire que l'univers est structuré comme un vaste cerveau parce que les galaxies sont réparties comme les neurones et voilà, il y a une répartition de la masse d'informations dans l'univers comme dans le cerveau finalement. Et il y a d'autres analogies comme ça qui sont assez poussées en cosmologie et en neurosciences, en fait, c'est assez étonnant. Et puis, on a effectivement aussi la thèse de la simulation qui est encore Ça, autre c'est chose. Matrix. C'est Matrix, la simulation. C'est Matrix, ouais, ouais, on sait que Matrix, de toute façon, s'appuie sur des réflexions philosophiques de pointe, hein. C'est pas juste voilà, un scénario de science-fiction. Ça a été salué pour ça, mais même Matrix, c'est l'allégorie de la caverne de Platon, c'est la philosophie de Kant aussi. Donc, ce sont des choses qui sont encore aujourd'hui complètement d'actualité dans les réflexions philosophiques parce qu'on s'aperçoit que la physique quantique nous amène à poser cette question-là. Est-ce que effectivement le monde qui nous apparaît est simplement le fruit d'une expérience de conscience que fait chaque individu, ou bien est-ce qu'il y a vraiment une réalité extérieure et indépendante de nous? Et en fait, on s'aperçoit que plus on creuse et moins on peut accepter cette idée qu'il y a il y a une réalité indépendante et extérieure à l'observateur. Et c'est la fin de ce qu'on appelle le réalisme, en fait. Il y a pas de réalité qui soit extérieure et indépendante de l'observateur. Donc, et c'est pas encore une fois du New Age, c'est pas quelque chose de léger, c'est passionnant et c'est très fructueux aussi pour peut-être comprendre mieux l'état du monde dans lequel on est, parce que ça rejoint aussi ce qu'on appelle en philosophie la phénoménologie, la façon dont le monde apparaît à chacun, et ça rejoint aussi une nouvelle forme d'écologie qu'on appelle l'écologie profonde et même l'écologie de la profondeur parce que ça change notre façon de nous situer dans notre environnement naturel et ça change notre façon de percevoir le vivant, les êtres humains qui nous entourent et puis le vivant, le monde végétal, le monde animal. Donc ça change aussi notre façon d'être un consommateur, d'être un être humain dans cette trame du vivant et ça change beaucoup de choses au bout du compte. Jocelyn et Romuald, quel sera votre prochain bouquin? Alors le prochain livre, il sortira début septembre, tout début septembre, ça s'appellera Le secret de la vie. Et c'est une réflexion qui poursuit à nouveau cette lignée-là et qui relie à la fois les synchronicités, la rétrocausalité, donc l'idée qu'il y a une influence du futur qui puisse se jouer, Oui. et on rejoint aussi la tradition alchimique. Et donc c'est une réflexion sur la quête de longue vie, l'élixir de jouvence, l'élixir de longue vie, la fontaine de jouvence et tous ces mythes-là. Et là, on revisite un peu les mythes qu'on trouve dans toutes les traditions à nouveau, et en particulier dans l'alchimie médiévale. Et puis on met ça en regard aussi de la science et de la philosophie moderne pour voir dans quelle mesure Comment ça reste comment ça une match? piste de réflexion Très féconde. bien. Jocelyn, merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage qui aide à voir l'unité du monde sous la diversité apparente des phénomènes. Et nous avons hâte de lire votre prochain ouvrage.